Est-ce qu'il n'y a pas dans ce château tous les bustes des anciens seigneurs de Guermantes? Oui, c'est un beau spectacle, dit ironiquement Saint-Loup. Entre nous, je trouve toutes ces choses-là un peu falottes. Mais il y a à Guermantes, ce qui est un peu plus intéressant, un portrait bien touchant de ma tante par carrière. C'est beau comme du Whistler ou du Vélasquez, ajouta Saint-Loup, qui, dans son zèle de néophyte, ne gardait pas toujours très exactement l'échelle des grandeurs. Il y a aussi d'émouvantes peintures de Gustave Moreau. Ma tante est la nièce de votre amie Madame de Villeparisis. Elle a été élevée par elle et a épousé son cousin, qui était neveu aussi de ma tante Villeparisis, le duc de Guermantes actuel. Et alors, qu'est votre oncle? Il porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, quand mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamède aurait dû prendre le titre de prince des Laumes, qui était celui de son frère avant qu'il devînt duc de Guermantes, car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières. Et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., et bien qu'il eut le choix entre 4 ou 5 titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus, par protestation et avec une apparente simplicité où il y a beaucoup d'orgueil. Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince. Il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Je prendrai un titre de prince quand je voudrais voyager incognito. Il n'y a pas, selon lui, de titre plus ancien que celui de baron de Charlus. Pour vous prouver qu'il est antérieur à celui des Montmorency, qui se disaient faussement les premiers barons de France alors qu'ils l'étaient seulement d'Île-de-France où était leur fief, mon oncle vous donnera des explications pendant des heures, et avec plaisir, parce que, quoiqu'il soit très fin, très doué, il trouve cela un sujet de conversation tout à fait vivant, dit Saint-Loup avec un sourire. Mais comme je ne suis pas comme lui, vous n'allez pas me faire parler généalogie. Je ne sais rien de plus assommant, de plus périmé. Vraiment, l'existence est trop courte. Je reconnaissais maintenant dans le regard dur qui m'avait fait retourner tout à l'heure près du casino celui que j'avais vu fixé sur moi à Tansonville au moment où Madame Swann avait appelé Gilberte. Mais parmi les nombreuses maîtresses que vous me disiez qu'avait eu votre oncle, monsieur de Charlus, est-ce qu'il n'y avait pas Madame Swann? Oh, pas du tout. C'est-à-dire qu'il est grand ami de Swann et l'a toujours beaucoup soutenu, mais on n'a jamais dit qu'il fût l'amant de sa femme. Vous causeriez beaucoup d'étonnement dans le monde si vous aviez l'air de croire cela. Je n'osais lui répondre qu'on en aurait éprouvé bien plus à Combray si j'avais eu l'air de ne pas le croire. Ma grand-mère fut enchantée de M. de Charlus. Sans doute il attachait une extrême importance à toutes les questions de naissance et de situation mondaine, et ma grand-mère l'avait remarqué, mais sans rien de cette sévérité où entre d'habitude une secrète envie et l'irritation de voir un autre se réjouir davantage qu'on voudrait et qu'on ne peut posséder. Comme au contraire, ma grand-mère, contente de son sort, et ne regrettant nullement de ne pas vivre dans une société plus brillante, ne se servait que de son intelligence pour observer les travers de M. Charlus, elle parlait de l'oncle de Saint-Loup avec cette bienveillance détachée, souriante, presque sympathique, par laquelle nous récompensons l'objet de notre observation désintéressée du plaisir qu'elle nous procure, et d'autant plus que cette fois, l'objet était un personnage dont elle trouvait que les prétentions, sinon légitimes, du moins pittoresques, le faisaient assez vivement trancher sur les personnes qu'elle avait généralement l'occasion de voir. Mais c'était surtout en faveur de l'intelligence et de la sensibilité, qu'on devinait extrêmement vives chez M. de Charlus, au contraire de tant de gens du monde dont se moquait Saint-Loup, que ma grand-mère lui avait si aisément pardonné son préjugé aristocratique. Celui-ci n'avait pourtant pas été sacrifié par l'oncle, comme par le neveu, à des qualités supérieures. M. de Charlus l'avait plutôt concilié avec elle. Possédant, comme descendant des ducs de Nemours et des princes de Lamballe, des archives, des meubles, des tapisseries, des portraits faits pour ses aïeux par Raphaël, par Vélasquez, par Boucher, pouvant dire justement qu'il visitait un musée et une incomparable bibliothèque rien qu'en parcourant ses souvenirs de famille, il plaçait au contraire au rang d'où son neveu l'avait fait déchoir tout l'héritage de l'aristocratie. Peut-être aussi moins idéologue que Saint-Loup, se payant moins de mots, plus réaliste observateur des hommes,
ne voulait-il pas négliger un élément essentiel de prestige à leurs yeux et qui, s'il donnait à son imagination des jouissances désintéressées, pouvait être souvent pour son activité utilitaire un adjuvant puissamment efficace. Le débat reste ouvert entre les hommes de cette sorte et ceux qui obéissent à l'idéal intérieur qui les pousse à se défaire de ces avantages, pour chercher uniquement à le réaliser. Semblable en cela aux peintres, aux écrivains qui renoncent à leur virtuosité, au peuple artiste qui se modernise, au peuple guerrier prenant l'initiative du désarmement universel, aux gouvernants absolus qui se font démocratiques et abrogent de dures lois, bien souvent sans que la réalité récompense leur noble effort. Car les uns perdent leur talent, les autres leur prédominance séculaire. Le pacifisme multiplie quelquefois les guerres et l'indulgence la criminalité. Si les efforts de sincérité et d'émancipation de Saint-Loup ne pouvaient être trouvés que très nobles à en juger par le résultat extérieur, il était permis de se féliciter qu'ils eussent fait défaut chez M. de Charlus, lequel avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l'hôtel Guermantes, au lieu de les échanger, comme son neveu, contre un mobilier modern style des Lebourg et des Guillaumin. Il n'en était pas moins vrai que l'idéal de M. de Charlus était fort factice, et si cette épithète peut être rapprochée du mot idéal, tout autant mondain qu'artistique. À quelques femmes de grande beauté et de rare culture, dont les aïeuls avaient été 2 siècles plus tôt mêlés à toute la gloire et à toute l'élégance de l'Ancien Régime, il trouvait une distinction qui le faisait pouvoir se plaire seulement avec elles, et sans doute l'admiration qu'il leur avait vouée était sincère, mais de nombreuses réminiscences d'histoire et d'art évoquées par leur nom y entraient pour une grande part, comme des souvenirs de l'Antiquité sont une des raisons du plaisir qu'un lettré trouve à lire une ode d'Horace, peut-être inférieure à des poèmes de nos jours, qui laisseraient ce même lettré indifférent. Chacune de ces femmes, à côté d'une jolie bourgeoise, était pour lui ce que sont à une toile contemporaine représentant une route ou une noce, ces tableaux anciens, dont on sait l'histoire, depuis le pape ou le roi qui les commandèrent, en passant par tels personnages auprès de qui leur présence par don, achat, prise ou héritage nous rappelle quelque événement, ou tout au moins quelque alliance d'un intérêt historique, par conséquent des connaissances que nous avons acquises, leur donne une nouvelle utilité, augmente le sentiment de la richesse des possessions de notre mémoire ou de notre érudition. M. de Charlus se félicitait qu'un préjugé analogue au sien, en empêchant ces quelques grandes dames de frayer avec des femmes d'un sang moins pur, les offrit à son culte intactes, car dans leur noblesse inaltérée, comme telle façade du XVIIIe siècle soutenue par ses colonnes plates de marbre rose et à laquelle les temps nouveaux n'ont rien changé. M. de Charlus célébrait la véritable noblesse d'esprit et de cœur de ces femmes, jouant ainsi sur le mot par une équivoque qui le trompait lui-même et où résidait le mensonge de cette conception bâtarde, de cette ambiguë d'aristocratie, de générosité et d'art, mais aussi sa séduction, dangereuse pour des êtres comme ma grand-mère, à qui le préjugé plus grossier mais plus innocent d'un noble qui ne regarde qu'au quartier et ne se soucie pas du reste, eût semblé trop ridicule, mais qui était sans défense dès que quelque chose se présentait sous les dehors d'une supériorité spirituelle, au point qu'elle trouvait les princes enviables par-dessus tous les hommes parce qu'ils purent avoir un La Bruyère, un Fénelon comme précepteur. Devant le grand hôtel, les 3 Guermantes nous quittèrent. Ils allaient déjeuner chez la princesse de Luxembourg. Au moment où ma grand-mère disait au revoir à madame de Villeparisis et Saint-Loup à ma grand-mère, M. de Charlus, qui jusque-là ne m'avait pas adressé la parole, fit quelques pas en arrière et, arrivé à côté de moi, « Je prendrai le thé ce soir après dîner dans l'appartement de ma tante Villeparisis, me dit-il. J'espère que vous me ferez le plaisir de venir avec madame votre grand-mère. » Et il rejoignit la marquise. Quoique ce fût dimanche, il n'y avait pas plus de fiacre devant l'hôtel qu'au commencement de la saison. La femme du notaire, en particulier, trouvait que c'était bien des frais que de louer chaque fois une voiture pour ne pas aller chez les Cambremer, et elle se contentait de rester dans sa chambre. « Est-ce que madame Blandet est souffrante ?» demandait-on au notaire. « On ne l'a pas vue aujourd'hui. »
Elle a un peu mal à la tête, la chaleur, cet orage. Il lui suffit d'un rien. Mais je crois que vous la verrez ce soir. Je lui ai conseillé de descendre. Ça ne peut lui faire que du bien. » J'avais pensé qu'en nous invitant ainsi chez sa tante, que je ne doutais pas qu'il ait prévenue, M. de Charlus eût voulu réparer l'impolitesse qu'il m'avait témoignée pendant la promenade du matin. Mais quand, arrivé dans le salon de Madame de Villeparisis, je voulus saluer le neveu de celle-ci, j'eus beau tourner autour de lui, qui d'une voix aiguë racontait une histoire assez malveillante pour un de ses parents, je ne pus pas attraper son regard. Je me décidai à lui dire bonjour, et assez fort, pour l'avertir de ma présence, mais je compris qu'il l'avait remarqué, car avant même qu'aucun mot ne fût sorti de mes lèvres, au moment où je m'inclinais, je vis ses 2 doigts tendus pour que je les serrasse, sans qu'il eût tourné les yeux ou interrompi la conversation. Il m'avait évidemment vu, sans le laisser paraître, et je m'aperçus alors que ses yeux, qui n'étaient jamais fixés sur l'interlocuteur, se promenaient perpétuellement dans toutes les directions, comme ceux de certains animaux effrayés, ou ceux de ces marchands en plein air qui, tandis qu'ils débitent leurs boniments et exhibent leurs marchandises illicites, scrutent, sans pourtant tourner la tête, les différents points de l'horizon par où pourrait venir la police. Cependant, j'étais un peu étonnée de voir que Madame de Villeparisis, heureuse de nous voir venir, ne semblait pas s'y être attendue. Je le fus plus encore d'entendre M. de Charlus dire à ma grand-mère « Ah, c'est une très bonne idée que vous avez eue de venir. C'est charmant, n'est-ce pas, ma tante ?» Sans doute avait-il remarqué la surprise de celle-ci à notre entrée, et pensait-il, en homme habitué à donner le ton, le là, qu'il lui suffisait pour changer cette surprise en joie, d'indiquer qu'il en éprouvait lui-même, que c'était bien le sentiment que notre venue devait exciter. En quoi il calculait bien, car Madame de Villeparisis, qui comptait fort son neveu et savait combien il était difficile de lui plaire, parut soudain avoir trouvé à ma grand-mère de nouvelles qualités et ne cessa de lui faire fête. Mais je ne pouvais comprendre que M. de Charlus eût oublié en quelques heures l'invitation si brève, mais en apparence si intentionnelle, si préméditée, qu'il m'avait adressée le matin même et qu'il appela « bonne idée » de ma grand-mère, une idée qui était toute de lui. Avec un scrupule de précision que je gardais jusqu'à l'âge où je compris que ce n'est pas en la lui demandant qu'on apprend la vérité sur l'intention qu'un homme a eue, et que le risque d'un malentendu qui passera probablement inaperçu est moindre que celui d'une naïve insistance. « Mais, monsieur, lui dis-je, vous vous rappelez bien, n'est-ce pas, que c'est vous qui m'avez demandé que nous vinssions ce soir ?» Aucun son, aucun mouvement ne trahirent que M. de Charlus eût entendu ma question. Ce que voyant, je la répétais, comme les diplomates ou ces jeunes gens brouillés qui mettent une bonne volonté inlassable et vaine à obtenir des éclaircissements que l'adversaire est décidé à ne pas donner. Monsieur de Charlus ne me répondit pas davantage. Il me sembla voir flotter sur ses lèvres le sourire de ceux qui, de très haut, jugent les caractères et les éducations. Puisqu'il refusait toute explication, j'essayais de m'en donner une, et je n'arrivais qu'à hésiter entre plusieurs, dont aucune ne pouvait être la bonne. Peut-être ne se rappelait-il pas, ou peut-être c'était moi qui avais mal compris ce qu'il m'avait dit ce matin. Plus probablement, par orgueil, ne voulait-il pas paraître avoir cherché à attirer des gens qu'il dédaignait, et préférait-il rejeter sur eux l'initiative de leur venue. Mais alors, s'il nous dédaignait, pourquoi avait-il tenu à ce que nous vinssions ? Ou plutôt à ce que ma grand-mère vînt, car de nous deux, ce fut à elle seule qu'il adressa la parole pendant cette soirée, et pas une seule fois à moi. Causant avec la plus grande animation avec elle, ainsi qu'avec Madame de Villeparisis, caché en quelque sorte derrière elle, comme s'il eût été au fond d'une loge, il se contentait seulement, détournant par moments le regard investigateur de ses yeux pénétrants, de l'attacher sur ma figure, avec le même sérieux, le même air de préoccupation que si elle eût été un manuscrit difficile à déchiffrer. Sans doute, s'il n'avait pas eu ses yeux, le visage de M. de Charlus était semblable à celui de beaucoup de beaux hommes. Et quand Saint-Loup, en me parlant d'autres guermantes, me dit plus tard « Dame, ils n'ont pas cet air de race, de grands seigneurs jusqu'au bout des ongles qu'a mon oncle Palamède. » En confirmant que l'air de race et la distinction aristocratique n'étaient rien de mystérieux et de nouveau, mais qui consistaient en des éléments que j'avais reconnus sans difficulté et sans éprouver d'impression particulière,
je devais sentir se dissiper une de mes illusions. Mais ce visage, auquel une légère couche de poudre donnait un peu l'aspect d'un visage de théâtre, M. de Charlus avait beau en fermer hermétiquement l'expression, les yeux étaient comme une lézarde, comme une meurtrière que seul il n'avait pu boucher et par laquelle, selon le point où on était placé par rapport à lui, on se sentait brusquement croisé du reflet de quelque engin intérieur qui semblait n'avoir rien de rassurant, même pour celui qui, sans en être absolument maître, le porterait en soi à l'état d'équilibre instable et toujours sur le point d'éclater. Et l'expression circonspecte et incessamment inquiète de ses yeux, avec toute la fatigue qui, autour d'eux, jusqu'à un cerne descendu très bas, en résultait pour le visage si bien composé et rangé qu'il fût, faisait penser à quelque incognito, à quelque déguisement d'un homme puissant en danger, ou seulement d'un individu dangereux, mais tragique. J'aurais voulu deviner quel était ce secret que ne portaient pas en eux les autres hommes, et qui m'avait déjà rendu si énigmatique le regard de M. de Charlus quand je l'avais vu le matin près du casino. Mais avec ce que je savais maintenant de sa parenté, je ne pouvais plus croire ni que ce fût celui d'un voleur, ni, d'après ce que j'entendais de sa conversation, que ce fût celui d'un fou. S'il était froid avec moi, alors qu'il était tellement aimable avec ma grand-mère, cela ne tenait peut-être pas à une antipathie personnelle, car, d'une manière générale, autant il était bienveillant pour les femmes, des défauts de qui il parlait sans se départir habituellement d'une grande indulgence, autant il avait à l'égard des hommes, et particulièrement des jeunes gens, une haine, d'une violence qui rappelait celle de certains misogynes pour les femmes. De 2 ou 3 gigolos qui étaient de la famille ou de l'intimité de Saint-Loup, et dont celui-ci cita par hasard le nom, M. de Charlus dit avec une expression presque féroce qui tranchait sur sa froideur habituelle, « Ce sont de petites canailles ». Je compris que ce qu'il reprochait surtout aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'était d'être trop efféminés. « Ce sont de vraies femmes », disait-il avec mépris. Mais quelle vie n'eût pas semblé efféminée auprès de celle qu'il voulait que menât un homme, et qu'il ne trouvait jamais assez énergique et viril. Lui-même, dans ses voyages à pied, après des heures de course, se jetait brûlant dans des rivières glacées. Il n'admettait même pas qu'un homme portât une seule bague. Mais ce parti pris de virilité ne l'empêchait pas d'avoir des qualités de sensibilité des plus fines. À madame de Villeparisis, qui le priait de décrire pour ma grand-mère un château où avait séjourné madame de Sévigné, ajoutant qu'elle voyait un peu de littérature dans ce désespoir d'être séparée de cette ennuyeuse madame de Grignan, « Rien au contraire, répondit-il, ne me semble plus vrai. » C'était de reste une époque où ces sentiments-là étaient bien compris. L'habitant du Monomopata de La Fontaine, courant chez son ami qui lui est apparu un peu triste pendant son sommeil, le pigeon trouvant que le plus grand des maux est l'absence de l'autre pigeon, vous semble peut-être, ma tante, aussi exagéré que madame de Sévigné, ne pouvant pas attendre le moment où elle sera seule avec sa fille. C'est si beau ce qu'elle a dit quand elle la quitte. Cette séparation me fait une douleur à l'âme que je sens comme un mal du corps. Dans l'absence, on est libéral des heures. On avance dans un temps auquel on aspire. Ma grand-mère était ravie d'entendre parler de ces lettres exactement de la façon qu'elle eût fait. Elle s'étonnait qu'un homme pût les comprendre si bien. Elle trouvait à M. de Charlus des délicatesses, une sensibilité féminine. Nous nous dîmes plus tard, quand nous fûmes seuls et parlâmes tous deux de lui, qu'il avait dû subir l'influence profonde d'une femme, sa mère, ou plus tard sa fille, s'il avait eu des enfants. Moi, je pensais une maîtresse, en me reportant à l'influence de celle de Saint-Loup, de celle que Saint-Loup me semblait avoir eue sur lui et qui me permettait de me rendre compte à quel point les femmes avec lesquelles ils vivent affinent les hommes. Une fois près de sa fille, elle n'avait probablement rien à lui dire, répondit madame de Villeparisis. Certainement si, fût-ce de ce qu'elle appelait choses si légères qu'il n'y a que vous et moi qui les remarquions. En tout cas, elle était près d'elle. Et La Bruyère nous dit que c'est tout. Être près des gens qu'on aime, leur parler, ne leur parler point, tout est égal. Il a raison,
C'est le seul bonheur, ajouta M. de Charlus d'une voix mélancolique. Et ce bonheur-là, hélas, la vie est si mal arrangée qu'on le goûte bien rarement. Madame de Sévigné a été en somme moins à plaindre que d'autres. Elle a passé une grande partie de sa vie auprès de ce qu'elle aimait. Tu oublies que ce n'était pas de l'amour, c'était de sa fille qu'il s'agissait. Mais l'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, reprit-il d'un ton compétent, péremptoire et presque tranchant. C'est d'aimer. Ce que ressentait Madame de Sévigné pour sa fille peut prétendre beaucoup plus justement ressembler à la passion que Racine a dépeinte dans Andromaque et dans Phèdre que dans les banales relations que le jeune Sévigné avait avec ses maîtresses. Les démarcations trop étroites que nous traçons autour de l'amour viennent seulement de notre grande ignorance de la vie. « Tu aimes beaucoup Andromaque et Phèdre ?» demanda Saint-Loup à son oncle sur un ton légèrement dédaigneux. « Il y a plus de vérité dans une tragédie de Racine que dans tous les drames de M. Victor Hugo, » répondit M. de Charlus. « C'est tout de même effrayant, le monde, » me dit Saint-Loup à l'oreille. « Préférer Racine à Victor Hugo, c'est quand même quelque chose d'énorme. » Il était sincèrement attristé des paroles de son oncle, mais le plaisir de dire « quand même » et surtout « énorme » le consolait. Dans ses réflexions sur la tristesse qu'il y a à vivre loin de ce qu'on aime, qui devait amener ma grand-mère à me dire que le neveu de Madame de Villeparisis comprenait autrement bien certaines œuvres que sa tante, et surtout avait quelque chose qui le mettait bien au-dessus de la plupart des gens du club, Monsieur de Charlus ne laissait pas seulement paraître une finesse de sentiment que montrent en effet rarement les hommes, sa voix elle-même, pareille à certaines voix de contralto en qui on n'a pas assez cultivé le médium et dont le chant semble le duo alterné d'un jeune homme et d'une femme, se posait, au moment où il exprimait ses pensées si délicates, sur des notes hautes, prenait une douceur imprévue et semblait contenir des chœurs de fiancés, de sœurs, qui répandaient leur tendresse. Mais la nichée de jeune fille que M. de Charlus, avec son horreur de tout efféminement, aurait été si navré d'avoir l'air d'abriter ainsi dans sa voix, ne s'y bornait pas à l'interprétation, à la modulation des morceaux de sentiments. Souvent, tandis que causait M. de Charlus, on entendait leurs rires aigus et frais de pensionnaires ou de coquettes ajuster leurs prochains avec des malices de bonne langue et de fine mouche. Il raconta qu'une demeure qui avait appartenu à sa famille, où Marie-Antoinette avait couché, dont le parc était de Lenôtre, appartenait maintenant au riche financier Israël qui l'avait acheté. Israël, du moins, c'est le nom que portent ces gens, qui me semble un terme générique, ethnique, plutôt qu'un nom propre. On ne sait pas peut-être que ce genre de personnes ne portent pas de nom et sont seulement désignées par la collectivité à laquelle elles appartiennent. Ça ne fait rien. Avoir été la demeure des Guermantes et appartenir aux Israël, s'écria-t-il, ça fait penser à cette chambre du château de Blois où le gardien qui le faisait visiter me dit « C'est ici que Marie Stuart faisait sa prière et c'est là maintenant où ce que je mets mes balais. » Naturellement, je ne veux rien savoir de cette demeure qui s'est déshonorée, pas plus que de ma cousine Clara de Chimay qui a quitté son mari. Mais je conserve la photographie de la première encore intacte, comme celle de la princesse quand ses grands yeux n'avaient encore de regard que pour mon cousin. La photographie acquiert un peu de la dignité qui lui manque quand elle cesse d'être une reproduction du réel et nous montre des choses qui n'existent plus. Je pourrais vous en donner une, puisque ce genre d'architecture vous intéresse, dit-il à ma grand-mère. À ce moment, apercevant que le mouchoir brodé qu'il avait dans sa poche laissait dépasser des liserés de couleur, il le rentra vivement avec la mine effarouchée d'une femme pudibonde mais point innocente, dissimulant des appas que par un excès de scrupules elle juge indécents. « Imaginez-vous, reprit-il, que ces gens ont commencé par détruire le parc de Lenôtre, ce qui est aussi coupable que de lacérer un tableau de Poussin. Pour cela, ces Israël devraient être en prison. » Il est vrai, ajouta-t-il en souriant après un moment de silence, qu'il y a sans doute tant d'autres choses pour lesquelles il devrait y être. En tout cas, vous vous imaginez l'effet que produit devant ces architectures un jardin anglais. Mais la maison est du même style que le petit Trianon, dit Madame de Villeparisis, et Marie-Antoinette y a bien fait faire un jardin anglais. Qui départ tout de même la façade de Gabriel, répondit M. de Charlus. Évidemment, ce serait maintenant une sauvagerie que de détruire le hameau.
Mais quel que soit l'esprit du jour, je doute tout de même qu'à cet égard, une fantaisie de Madame Israël ait le même prestige que le souvenir de la reine. Cependant, ma grand-mère m'avait fait signe de monter me coucher, malgré l'insistance de Saint-Loup qui, à ma grande honte, avait fait allusion devant M. de Charlus à la tristesse que j'éprouvais souvent le soir avant de m'endormir et que son oncle devait trouver quelque chose de bien peu viril. Je tardai encore quelques instants, puis m'en allai, et fus bien étonné quand, un peu après, ayant entendu frapper à la porte de ma chambre, et ayant demandé qui était là, j'entendis la voix de M. de Charlus qui disait d'un ton sec « C'est Charlus. Puis-je entrer, monsieur ?»« Monsieur, » reprit-il du même ton une fois qu'il eut refermé la porte, « mon neveu racontait tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir, et d'autre part que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai dans ma malle un que vous ne connaissez probablement pas, je vous l'apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux. » Je remerciai M. de Charlus avec émotion et lui dis que j'avais au contraire eu peur que ce que Saint-Loup lui avait dit de mon malaise à l'approche de la nuit m'eût fait paraître à ses yeux plus stupide encore que je n'étais. « Mais non, répondit-il avec un accent plus doux. Vous n'avez peut-être pas de mérite personnel, si peu d'êtres en ont. Mais pour un temps, du moins, vous avez la jeunesse. Et c'est toujours une séduction. D'ailleurs, monsieur, la plus grande des sottises, c'est de trouver ridicules ou blâmables les sentiments qu'on n'éprouve pas. J'aime la nuit, et vous me dites que vous la redoutez. J'aime sentir les roses, et j'ai un ami à qui leur odeur donne la fièvre. Croyez-vous que je pense pour cela qu'il vaut moins que moi? Je m'efforce de tout comprendre, et je me garde de rien condamner. En somme, ne vous plaignez pas trop. Je ne dirais pas que ces tristesses ne sont pas pénibles. Je sais ce qu'on peut souffrir pour des choses que les autres ne comprendraient pas. Mais, du moins, vous avez bien placé votre affection dans votre grand-mère. Vous la voyez beaucoup. Et puis c'est une tendresse permise. Je veux dire une tendresse payée de retour. Il y en a tant dont on ne peut pas dire cela. Il marchait de long en large dans la chambre, regardant un objet, en soulevant un autre. J'avais l'impression qu'il avait quelque chose à m'annoncer et ne trouvais pas en quels termes le faire. « J'ai un autre volume de Bergotte ici, je vais vous le chercher, ajouta-t-il, et il sonna. Un groom vint au bout d'un moment. « Allez me chercher votre maître d'hôtel. Il n'y a que lui ici qui soit capable de faire une commission intelligemment, dit M. de Charlus avec hauteur. « Monsieur Aimé, monsieur ?» demanda le groom. « Je ne sais pas son nom, mais si, je me le rappelle que je l'ai entendu appeler Aimé. Allez vite, je suis pressé. » « Il va être tout de suite ici, monsieur, je l'ai justement vu en bas, » répondit le groom qui voulait avoir l'air au courant. Un certain temps se passa. Le groom revint. « Monsieur Aimé est couché. Mais je peux faire la commission. »« Non, vous n'avez qu'à le faire lever. »« Monsieur, je ne peux pas, il ne couche pas là. Alors laissez-nous tranquilles. »« Mais, monsieur, dis-je, le groom partit, vous êtes trop bon. Un seul volume de Bergotte me suffira. C'est ce qui me semble, après tout. » M. de Charlus marchait. Quelques minutes se passèrent ainsi, puis, après quelques instants d'hésitation, et se reprenant à plusieurs fois, il pivota sur lui-même, et de sa voix redevenue cinglante, il me jeta « Bonsoir, monsieur », et il partit. Après tous les sentiments élevés que je lui avais entendu exprimer ce soir-là, le lendemain, qui était jour de son départ, sur la plage, dans la matinée, au moment où j'allais prendre mon bain, comme M. de Charlus s'était approché de moi pour m'avertir que ma grand-mère m'attendait aussitôt que je serais sorti de l'eau, je fus bien étonné de l'entendre me dire, en me pinçant le cou, avec une familiarité et un rire vulgaire, « Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein, petite fripouille !»« Comment, monsieur? Je l'adore !»« Monsieur, » me dit-il en s'éloignant d'un pas et avec un air glacial, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre 2 choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendus. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution il y a un instant, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd, et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain.
Je vous ai prêté un livre de Bergotte dont j'ai besoin. Faites-le-moi rapporter dans 1 heure par ce maître d'hôtel au prénom risible et mal porté, qui, je suppose, n'est pas couché à cette heure-ci. Vous me faites apercevoir que je vous ai parlé trop tôt hier soir des séductions de la jeunesse. Je vous aurais rendu meilleur service en vous signalant son étourderie, ses inconséquences et son incompréhension. J'espère, monsieur, que cette petite douche ne vous sera pas moins salutaire que votre bain. Mais ne restez pas ainsi immobile, vous pourriez prendre froid. Bonsoir, monsieur. Sans doute eut-il regret de ces paroles, car quelque temps après, je reçus, dans une reliure de maroquin sur le plat de laquelle avait été encastrée une plaque de cuir incisé qui représentait en demi-relief une branche de myosotis, le livre qu'il m'avait prêté et que je lui avais fait remettre, non par Aimé qui se trouvait de sortie, mais par le liftier. Une fois M. de Charlus parti, nous pûmes enfin, Robert et moi, aller dîner chez les Bloch. Or, je compris pendant cette petite fête que les histoires trop facilement trouvées drôles par notre camarade étaient des histoires de M. Bloch père, et que l'homme tout à fait curieux était toujours un de ses amis qu'il jugeait de cette façon. Il y a un certain nombre de gens qu'on admire dans son enfance. Un père plus spirituel que le reste de la famille, un professeur qui bénéficie à nos yeux de la métaphysique qui nous révèle, un camarade plus avancé que nous, ce que Bloch était pour moi, qui méprise le musset de l'espoir en Dieu quand nous l'aimons encore, et quand nous en serons venus au père Lecomte ou à Claudel, ne s'extasiera plus que sur « À Saint-Blaise, à la Zouéka, vous étiez bien aise », en y ajoutant « Padoue est un fort bel endroit, ou de très grands docteurs en droit, mais j'aime mieux la polenta, passe dans son domino noir la topatelle, et de toutes les nuits ne retient que au Havre, devant l'Atlantique, à Venise, à l'affreux Lido, où vient sur l'herbe d'un tombeau mourir la pâle Adriatique. Or, de quelqu'un qu'on admire de confiance, on recueille, on cite avec admiration des choses très inférieures à celles que, livrées à son propre génie, on refuserait avec sévérité, de même qu'un écrivain utilise dans un roman, sous prétexte qu'ils sont vrais, des mots, des personnages qui, dans l'ensemble vivant, font au contraire poids mort, partie médiocre. Les portraits de Saint-Simon, écrits par lui, sans qu'il s'admire sans doute, sont admirables. Les traits qu'il cite comme charmants de gens d'esprit qu'il a connus sont restés médiocres ou devenus incompréhensibles. Il eût dédaigné d'inventer ce qu'il rapporte comme si fin ou si coloré de Madame Cornuelle ou de Louis XIV, fait qui du reste est à noter chez bien d'autres et comporte diverses interprétations dont il suffit en ce moment de retenir celle-ci. C'est que, dans l'état d'esprit où l'on observe, on est très au-dessous du niveau où l'on se trouve quand on crée. Il y avait donc enclavé en mon camarade Bloch un père Bloch qui retardait de 40 ans sur son fils, débitait des anecdotes saugrenues et en riait autant au fond de mon ami que ne faisait le père Bloch extérieur et véritable, puisqu'au rire que ce dernier lâchait, non sans répéter 2 ou 3 fois le dernier mot pour que son public goûtât bien l'histoire, s'ajoutait le rire bruyant par lequel le fils ne manquait pas à table de saluer les histoires du père. C'est ainsi qu'après avoir dit les choses les plus intelligentes, Bloch jeune, manifestant l'apport qu'il avait reçu de sa famille, nous racontait pour la 30e fois quelques-uns des mots que le père Bloch sortait seulement en même temps que sa redingote, les jours solennels où Bloch jeune amenait quelqu'un qui valait la peine d'éblouir. Un de ses professeurs, un copain qui avait tous les prix, ou ce soir-là, Saint-Loup et moi. Par exemple, un critique militaire très fort qui avait savamment déduit avec preuve à l'appui pour quelle raison infaillible dans la guerre russo-japonaise les Japonais seraient battus et les Russes vainqueurs. Ou bien, c'est un jeune homme éminent qui passe pour un grand financier dans les milieux politiques et pour un grand politique dans les milieux financiers. Ces histoires étaient interchangeables avec une du baron de Rothschild et une de sir Rufus Israël, personnages mis en scène d'une manière équivoque qui pouvaient donner à entendre que M. Bloch les avait personnellement connus. J'y fus moi-même pris, et à la manière dont M. Bloch parla de
M. Bloch père parla de Bergotte, je crus aussi que c'était un de ses vieux amis. Or, tous les gens célèbres, M. Bloch ne les connaissait que sans les connaître, pour les avoir vus de loin au théâtre ou sur les boulevards. Il s'imaginait, du reste, que sa propre figure, son nom, sa personnalité ne leur étaient pas inconnus, et qu'en l'apercevant, ils étaient souvent obligés de retenir une furtive envie de le saluer. Les gens du monde, parce qu'ils connaissent les gens de talent original, qui les reçoivent à dîner, ne les comprennent pas mieux pour cela. Mais quand on a un peu vécu dans le monde, la sottise de ses habitants vous fait trop souhaiter de vivre, trop supposer d'intelligence dans les milieux obscurs où l'on ne connaît que sans connaître. J'allais m'en rendre compte en parlant de Bergotte. M. Bloch n'était pas le seul qui eut des succès chez lui. Mon camarade en avait davantage encore auprès de ses sœurs, qui ne cessaient d'interpeller sur un ton bougon en enfonçant sa tête dans son assiette. Il les faisait ainsi rire aux larmes. Elles avaient d'ailleurs adopté la langue de leur frère, qu'elles parlaient couramment, comme si elle eût été obligatoire et la seule dont puissent user des personnes intelligentes. Quand nous arrivâmes, l'aînée dit à une de ses cadettes « Va prévenir notre père prudent et notre mère vénérable. »« Chienne, leur dit Bloch, je vous présente le cavalier Saint-Loup au javelot rapide, qui est venu pour quelques jours de Doncières aux demeures de Pierre Poli, féconde en chevaux. » Comme il était aussi vulgaire que lettré, le discours se terminait d'habitude par quelques plaisanteries moins homériques. « Voyons, fermez un peu vos péplos aux belles agrafes, qu'est-ce que c'est que ce chichi-là? Après tout, c'est pas mon père !» Et les demoiselles Bloch s'écroulaient dans une tempête de rire. Je dis à leur frère combien de joie il m'avait donné en me recommandant la lecture de Bergotte, dont j'avais adoré les livres. M. Bloch père, qui ne connaissait Bergotte que de loin, et la vie de Bergotte que par les racontards du parterre, avait une manière tout aussi indirecte de prendre connaissance de ses œuvres à l'aide de jugements d'apparence littéraire. Il vivait dans le monde des à peu près, où l'on salue dans le vide, où l'on juge dans le faux. L'inexactitude, l'incompétence n'y diminuent pas l'assurance. Au contraire. C'est le miracle bienfaisant de l'amour-propre que peu de gens pouvant avoir des relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut, se croient encore les mieux partagés, parce que l'optique des gradins sociaux fait que tout rang semble le meilleur à celui qui l'occupe, et qui voit moins favorisés que lui, mal lotis, à plaindre, les plus grands, qu'il nomme et calomnie sans les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Mais même dans les cas où la multiplication des faibles avantages personnels par l'amour-propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur supérieure à celle accordée aux autres qui lui est nécessaire, l'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en phrases dédaigneuses, il faut traduire « je ne veux pas le connaître » par « je ne peux pas le connaître ». C'est le sens intellectuel. Mais le sens passionné est bien « je ne veux pas le connaître ». On sait que cela n'est pas vrai, mais on ne le dit pas cependant par simple artifice. On le dit parce qu'on éprouve ainsi. Et cela suffit pour supprimer la distance, c'est-à-dire pour le bonheur. L'égocentrisme, permettant de la sorte à chaque humain de voir l'univers étagé au-dessous de lui qui est roi, M. Bloch se donnait le luxe d'en être un impitoyable quand le matin, en prenant son chocolat, voyant la signature de Bergotte au bas d'un article dans le journal à peine entrouvert, il lui accordait dédaigneusement une audience écourtée, prononçait sa sentence et s'octroyait le confortable plaisir de répéter entre chaque gorgée du breuvage bouillant « Ce Bergotte est devenu illisible. Ce que cet animal-là peut être embêtant, c'est à se désabonner. Comme c'est emberlificoté, quelle tartine !» Et il reprenait une beurrée. Cette importance illusoire de M. Bloch père était d'ailleurs étendue un peu au-delà du cercle de sa propre perception. D'abord, ses enfants le considéraient comme un homme supérieur. Les enfants ont toujours une tendance soit à déprécier, soit à exalter leurs parents, et pour un bon fils, son père est toujours le meilleur des pères, en dehors même de toute raison objective de l'admirer. Or, celle-ci ne manquait
pas absolument pour M. Bloch, lequel était instruit, fin, affectueux pour les siens. Dans la famille la plus proche, on se plaisait d'autant plus avec lui que si dans la société on juge les gens d'après un étalon, d'ailleurs absurde, et selon des règles fausses mais fixes par comparaison avec la totalité des autres jeunes gens élégants, en revanche, dans le morcellement de la vie bourgeoise, les dîners, les soirées de famille tournent autour de personnes qu'on déclare agréables, amusantes, et qui, dans le monde, ne tiendraient pas l'affiche 2 soirs. Enfin, dans ce milieu où les grandeurs factices de l'aristocratie n'existent pas, on les remplace par des distinctions plus folles encore. C'est ainsi que pour sa famille, et jusqu'à un degré de parenté fort éloigné, une prétendue ressemblance dans la façon de porter la moustache et dans le haut du nez faisait qu'on appelait M. Bloch un faux duc d'Aumale. Dans le monde des chasseurs de cercle, l'un porte sa casquette de travers et sa vareuse très serrée, de manière à se donner l'air, croit-il, d'un officier étranger. N'est-il pas une manière de personnage pour ses camarades? La ressemblance était des plus vagues, mais on eût dit que ce fut un titre. On répétait « Bloch » ? Lequel ? Le duc d'Aumale ? Comme on dit « la princesse Murat » ? Laquelle ? La reine de Naples ? Un certain nombre d'autres infimes indices achevaient de lui donner aux yeux du cousinage une prétendue distinction. N'allons pas jusqu'à avoir une voiture. M. Bloch louait à certains jours une Victoria découverte à 2 chevaux de la compagnie et traversait le bois de Boulogne, mollement étendu de travers, 2 doigts sur la tempe, 2 autres sous le menton, et si les gens qui ne le connaissaient pas le trouvaient à cause de cela faiseur d'embarras, on était persuadé dans la famille que pour le chic, l'oncle Salomon aurait pu en remontrer à Gramont Cadrousse. Il était de ces personnes qui, quand elles meurent, et à cause d'une table commune avec le rédacteur en chef de cette feuille dans un restaurant des boulevards, sont qualifiés de physionomie bien connue des Parisiens par la chronique mondaine du Radical. M. Bloch nous dit, à Saint-Loup et à moi, que Bergotte savait si bien pourquoi lui, M. Bloch, ne le saluait pas, que dès qu'il l'apercevait au théâtre ou au cercle, il fuyait son regard. Saint-Loup rougit, car il réfléchit que ce cercle ne pouvait pas être le Jockey dont son père avait été président. D'autre part, ce devait être un cercle relativement fermé, car M. Bloch avait dit que Bergotte n'y serait plus reçu aujourd'hui. Aussi, est-ce en tremblant de sous-estimer l'adversaire que Saint-Loup demanda si ce cercle était le cercle de la rue Royale, lequel était jugé déclassant par la famille de Saint-Loup et où il savait qu'étaient reçus certains Israélites. « Non, répondit M. Bloch d'un air négligent, fier et honteux. C'est un petit cercle, mais beaucoup plus agréable, le cercle des Ganaches. On y juge sévèrement la galerie. « Est-ce que Sir Rufus Israël n'en est pas le président ?» demanda Bloch fils à son père, pour lui fournir l'occasion d'un mensonge honorable, et sans se douter que ce financier n'avait pas le même prestige aux yeux de Saint-Loup qu'aux siens. En réalité, il y avait au cercle des Ganaches non point Sir Rufus Israël, mais un de ses employés. Mais comme il était fort bien avec le patron, il avait à sa disposition des cartes du grand financier et en donnait une à M. Bloch quand celui-ci partait en voyage sur une ligne dont Sir Rufus était administrateur, ce qui faisait dire au père Bloch « Je vais passer au cercle demander une recommandation de Sir Rufus. » Et la carte lui permettait d'éblouir les chefs de train. Les demoiselles Bloch furent plus intéressées par Bergotte, et revenant à lui au lieu de poursuivre sur les Ganaches, la cadette demanda à son frère, du ton le plus sérieux du monde, car elle croyait qu'il n'existait pas au monde pour désigner les gens de talent d'autres expressions que celles qu'il employait. « Est-ce un coco vraiment étonnant, ce Bergotte ? Est-il de la catégorie des grands bonshommes, des cocos comme Villiers ou Catulle ?»« Je l'ai rencontré à plusieurs générales, » dit M. Nissim Bernard. « Il est gauche. C'est une espèce de Schlemihl. » Cette allusion au comte de Chamisso n'avait rien de bien grave, mais l'épithète de Schlemihl faisait partie de ce dialecte mi-allemand, mi-juif, dont l'emploi ravissait M. Bloch dans l'intimité, mais qu'il trouvait vulgaire et déplacé devant des étrangers. Aussi jeta-t-il un regard sévère sur son oncle. « Il a du talent, dit Bloch.
Ah, fit gravement sa sœur, comme pour dire que dans ces conditions j'étais excusable. Tous les écrivains ont du talent, dit avec mépris M. Bloch père. Il paraît même, dit son fils en levant sa fourchette et en plissant ses yeux d'un air diaboliquement ironique, qu'il va se présenter à l'Académie. Allons donc, il n'a pas un bagage suffisant, répondit M. Bloch le père, qui ne semblait pas avoir pour l'Académie le mépris de son fils et de ses filles. Il n'a pas le calibre nécessaire. D'ailleurs, l'Académie est un salon et Bergotte ne jouit d'aucune surface, déclara l'oncle à héritage de Madame Bloch, personnage inoffensif et doux, dont le nom de Bernard eût peut-être à lui seul éveillé les dons de diagnostic de mon grand-père, mais eût paru insuffisamment en harmonie avec un visage qui semblait rapporté du palais de Darius et reconstitué par Madame Dieulafoy, si, choisi par quelque amateur désiré de donner un couronnement oriental à cette figure de Suse, ce prénom de Nissim n'avait fait planer au-dessus d'elle les ailes de quelque taureau androcéphale de Khorsabad. Mais M. Bloch ne cessait d'insulter son oncle, soit qu'il fût excité par la bonhomie sans défense de son souffre-douleur, soit que, la villa étant payée par M. Nissim Bernard, le bénéficiaire voulut montrer qu'il gardait son indépendance et surtout qu'il ne cherchait pas par des cajoleries à s'assurer l'héritage à venir du Richard. Celui-ci était surtout froissé qu'on le traitât si grossièrement devant le maître d'hôtel. Il murmura une phrase inintelligible où on distinguait seulement « quand les méchoresses sont là ». Méchoresse désigne dans la Bible le serviteur de Dieu. Entre eux, les Bloch s'en servaient pour désigner les domestiques, et on était toujours égayé parce que leur certitude de n'être pas compris ni des chrétiens ni des domestiques eux-mêmes exaltait chez M. Nissim Bernard et M. Bloch leur double particularisme de maître et de juif. Mais cette dernière cause de satisfaction en devenait une de mécontentement quand il y avait du monde. Alors, M. Bloch, entendant son oncle dire méchoresse, trouvait qu'il laissait trop paraître son côté oriental, de même qu'une cocotte qui invite ses amis avec des gens comme il faut est irritée si elles font allusion à leur métier de cocotte ou emploient des mots malsonnants. Ainsi, bien loin que la prière de son oncle produisit quelque effet sur M. Bloch, celui-ci, hors de lui, ne put plus se contenir. Il ne perdit plus une occasion d'invectiver le malheureux oncle. Naturellement, quand il y a quelque bêtise prud'homesque à dire, on peut être sûr que vous ne l'arrêtez pas. Vous seriez le premier à lui lécher les pieds s'il était là, cria M. Bloch, tandis que M. Nissim Bernard, attristé, inclinait vers son assiette la barbe annelée du roi Sargon. Mon camarade, depuis qu'il portait la sienne qu'il avait aussi crépue et bleutée, ressemblait beaucoup à son grand-oncle.